Eh bien le bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue. Nous allons donc vous parler du design, de la gouvernance API, des concepts et de l'outillage open source. Et pour ça, nous allons vous inviter sur une nouvelle émission qu'on a créée spécialement pour vous, qui s'appelle Cauchemar dans ton API. Alors, qu'est-ce que c'est que Cauchemar dans ton API? On vient en aide aux entreprises dans leurs besoins API. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est Monsieur Gusto, un grand chef étoilé, qui aimerait moderniser sa cuisine. Elle est un peu trop traditionnelle, et pour ça, il a demandé à son sous-chef de la prendre en main et de la moderniser. Sauf qu'après quelques mois, les dégâts sont là. Malheureusement, il a perdu son étoile, et la clientèle s'en va. C'est exactement à ce moment-là où on arrive. Bonjour, je m'appelle Romain Rapsay Caban. Aurélien Etchebest Yanni. Alors, commençons. C'est l'heure du débrief, on va faire le constat. Qu'est-ce que j'attends d'une API? J'attends une documentation claire, un contrat compréhensible et une utilisation simple. Ici, dans mon restaurant, quand j'arrive devant sa façade, que je regarde son menu, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je vais manger, si ça va me plaire et surtout si ça répond à mon envie du moment. Par contre, qu'est-ce que je trouve? Une documentation incompréhensible, un contrat illisible, une utilisation impossible. Je suis devant mon menu, je suis incapable de savoir ce que je vais manger, le nom des plats. Ok, je suis joueur, je rentre. Je m'assois, le serveur vient me parler. Il me parle chinois. Je prends la carte, c'est en russe. Mais moi, je suis français. Donc on a un énorme problème de compréhension ici. En plus d'un problème de compréhension, j'ai un vrai problème d'identité. Je m'aperçois que je suis rentré j'imaginais de la cuisine française, mais en fait, j'ai du mexicain, du chinois, de l'italien, du français. Je suis incapable d'identifier la spécificité de ce restaurant. Et pour mon API, c'est la même chose. Il n'y a pas de spécification claire, il n'y a pas d'expertise précise. Je suis incapable de savoir le service ou les services proposés. Du coup, moi en tant que client, j'ai une perte de repères. Et du coup, moi en tant que restaurant, j'ai une perte notable de business. Le résultat de tout ça, j'ai un utilisateur qui est complètement perdu, qui va du coup pas utiliser l'API, je vais avoir peu ou pas de clients, peu ou pas de business, et du coup, si j'ai pas de business, j'ai pas d'évolution possible. Passons à l'heure des explications, on va vous présenter la cible. Le choix de la gouvernance API et le choix de l'identité. Le but va être de mettre un cadre en place pour pouvoir avoir une vraie cohésion entre tous les acteurs de la production d'API. Pour ça, on va utiliser une méthodologie en 8 points. On part du constat et de la problématique, on fait l'étude des points forts et des points faibles, c'est ce qu'on a un peu vu juste avant. On choisit une approche, une stratégie, surtout en lien avec notre contexte, mais surtout avec nos équipes, car une approche pour certaines équipes ou certaines entreprises ne correspondront pas forcément à d'autres. Je choisis un type de gouvernance, je réalise mes guidelines, je m'outille, je forme, je teste, et après j'évalue. Donc le premier choix qu'on va faire, c'est l'approche, et nous on va faire le choix de faire une approche design first. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le besoin du client et rien d'autre. Je ne veux pas de problématiques techniques liées à mon SI. Je ne veux pas remonter des données purement techniques liées à une architecture de mon SI. Je veux répondre à 100% et être tourné à 100% à mon besoin client. C'est pour ça qu'en design first, je pourrais très bien avoir quelque chose de magnifique, comme ici,
De l'art abstrait. Donc, on va essayer de faire les choses bien et de toujours penser au client et de répondre à son besoin. Pour ça, en fait, le design first, ça va être comme une recette. Exactement la même chose. Je pars d'une idée, d'une envie, mais celle-ci n'est pas forcément formulée à 100%. Elle pourrait être juste à l'état d'ébauche, comme un croquis qu'on peut avoir fait sur un plat ou une pâtisserie. Une fois que c'est fait et que j'ai mon départ, je vais pouvoir regarder ce que je mets dedans, les ingrédients qu'on va pouvoir mettre dedans, et je vais petit à petit, je vais pouvoir élaborer ma recette. Je vais pouvoir goûter, corriger, et comme en cuisine, je vais réitérer. Et une fois qu'on sera tous d'accord, je pourrai la mettre en cuisine, et surtout après, la mettre en dev. Mon deuxième choix, ça va être la stratégie, la gouvernance. Donc je vais avoir plusieurs styles de gouvernance à mon actif. Je vais pouvoir me dire, je vais avoir une gouvernance autoritaire, bloquante, versus une gouvernance plutôt accompagnatrice, démocratique. Nous, personnellement, on va privilégier une gouvernance accompagnatrice parce qu'on n'aura pas forcément la force de frappe qui nous permet de ne pas avoir un goulot d'étranglement si on a une gouvernance autoritaire. On va la vouloir reproductible si j'ai plusieurs SI dans toutes mes entreprises ou alors dans toutes mes équipes. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire mes guidelines. Et quand je fais mes guidelines, je les veux simples, lisibles et cohérentes. Si je fais des guidelines de 25 pages, aucun développeur ou aucun analyste va prendre la peine de les lire. Il faut faire un condensé, quelque chose d'accessible pour pouvoir être applicable. Une fois ça, je vais travailler sur mon outillage, l'aide au design, sur la conception et les tests. Et pour ça, je vais utiliser Stoplight pour la conception et Spectral pour les tests. Nous verrons plus tard, dans la mise en œuvre avec Aurélien, comment ça marche. Le choix numéro 3, c'est l'accompagnement, la formation. Parce que c'est bien beau de mettre en place des stratégies et de faire des choix. Derrière, si je ne suis pas capable de les porter et de les faire accepter, et surtout pouvoir être utilisé par les bonnes personnes, ça ne sert strictement à rien. Et pour ça, je vais avoir 2 thèmes. Les présentations, qui ne sont pas vraiment des formations, mais qui sont plus de la culturation, où là, je vais pouvoir avoir des sujets sur les API pour les nuls, pour vraiment les gens qui sont débutants ou qui ne connaissent pas réellement les concepts. Mais par contre, après, je vais pouvoir avoir des présentations sur les concepts généraux des API, en allant de la conception, du design, jusqu'à la sécurité. Mais jamais en rentrant dans du spécifique, comme on pourrait retrouver dans les formations. Après, je vais avoir les formations. Donc nous, les formations, en tout cas sur le design et la conception d'API, on les veut ouvertes à tous. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'un product owner, un BA, doit être capable de designer son API. En aucun cas, ça soit un dev ou un tech lead qui doivent le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça réponde à un besoin métier, donc le métier doit pouvoir le faire. Après, je vais forcément avoir de la formation sur l'outillage. On a vu Stoplight, Spectral. Il faut former ces gens-là là-dessus. Et après, il va falloir former sur tout ce qu'il y a autour et ce qui sert à publier nos API. Donc la gateway et tout ce qui est sécurité. Et c'est là aussi où on va pouvoir former les gens sur le Secure by Design, par exemple. La finalité de tout ça, c'est avoir un cycle de vie très clair et précis pour la production d'une API. Ce qu'on va vouloir, c'est connaître exactement ce qu'on fait, de la conception à la réalisation, à la mise en prod, et jusqu'aux évolutions possibles de mon API. Pouvoir gérer la partie sécurité par le design. Et une fois que j'ai ça, je vais avoir l'autre volant qui va être capable de s'évaluer, se tester et se confronter. Je vais avoir mes guidelines sous Spectral pour pouvoir m'évaluer, me tester. Mais derrière, je vais avoir besoin de règles métiers et, si c'est le cas, des règles de clients, des end-users, pour pouvoir, moi, progresser dans la conception de mes API pour répondre toujours plus aux besoins métiers. Merci Romain. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler de la mise en œuvre. Donc c'est l'heure des actes, ce qu'on va mettre en place. Dans notre cas, comme l'a dit Romain, on va axer notre conception sur le besoin, donc c'est orienté besoin.
l'approche Design First en est une ébauche. Donc c'est le moyen de forcer la discussion avec nos futurs consommateurs. Donc c'est le point de départ. Et si pas de futurs consommateurs ou des prospects, on va chercher des substituts. Dans notre cas, des product owners, des sponsors, ça peut aussi faire l'affaire. On va se définir des objectifs. Ce n'est pas le tout de commencer le design de quelque chose, c'est de se définir des objectifs et surtout des limites. Ne pas oublier les limites de notre ambition. Parce que la liste au Père Noël, on la connaît tous, on est d'accord avec ça, mais il faut que ce soit réaliste. Et c'est là où l'API designer, l'API expert, va pouvoir aussi orienter et défricher, détourer un peu le contexte avec les futurs consommateurs. Et tout ça passe par de l'écoute, beaucoup d'écoute. En tant qu'ancien développeur et API designer, je peux vous dire que c'est un vrai challenge d'écouter. C'est pas inné, forcément. Donc on écoute et on pose des questions, et on écoute les réponses aux questions. On va adapter son format d'échange avec la personne. On va se rapprocher de lui, on va lui proposer des formats d'échange entre l'heure, la demi-heure, l'heure et demie. Il n'y a jamais de bonne durée, il y a toujours un bon public. La langue utilisée, pour certains d'entre vous, peut-être pour tous, peut-être pas pour tous, quelle langue on va utiliser? Est-ce qu'on va parler ensemble et expliquer nos concepts en langue française, anglaise, autre? Tout dépend. Ça dépend de la personne que vous ciblez. Et surtout, le visuel, beaucoup de visuels. Vous devez travailler sur les visuels. Nous, c'est ce qu'on voit le jour avec l'équipe, c'est que l'apport de visuels aide beaucoup. Et pour ça, ça passe par des méthodologies. Et les méthodologies qu'on peut vous présenter aujourd'hui, qui sont à peu près connues, vous avez des petits QR codes pour celles que vous voudriez étudier. Alors, on a, pour ceux d'entre vous qui le connaissent peut-être, l'event storming, proposé par Alberto Brandolini, donc l'atelier post-it, pour faire simple. Chez nous, on utilise une autre méthodologie, plus textuelle, avec beaucoup plus d'approche, une approche orientée tableur, on va dire, parce qu'on l'oriente sur le tableur. C'est l'API Gold Canva. Donc c'est une méthodologie qui a été proposée par Arnaud Loret, donc dans son livre The Web Design of the Web API, et donc qui sont des moyens aujourd'hui pour travailler avec nos consommateurs. Donc maintenant qu'on a la conception, on va parler aussi solution, toujours orienté besoin, et ça passe encore par la méthode. Donc la méthode, elle est très simple, on transforme, on traduit, on standardise. Pour ça, on s'aide de ce qu'on vient de voir avec Romain, d'un guide de conception qui va nous aider à avoir l'identité de ce qu'on veut transmettre. Ça va nous proposer aussi les règles et les bonnes pratiques qu'on usitées dans l'entreprise. En parlant pratique, du coup, le fait d'avoir ces guides de conception, c'est un peu comme le manuel IKEA. Vous avez la possibilité de concevoir et d'y revenir régulièrement pour comprendre si vous respectez les bonnes pratiques et que votre produit et votre recette finale va correspondre à ce que vous attendez. Mais comme tout bon développeur qui se conçoit, revenir à un guide de conception, à un manuel IKEA, c'est pas souvent la panacée. Et donc on va revenir sur Spectral, un outil dont on voulait vous parler aujourd'hui. C'est un outil open source. On peut le concevoir un peu comme votre patron de recette, c'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir avoir pour définir un petit peu votre recette de cuisine. C'est un ensemble de règles qui est la transposition de votre guide de conception. À quoi il sert? C'est plus facile à utiliser, puisque ça a déjà été fait par d'autres. C'est plus facile à utiliser plutôt que d'apprendre par cœur le guide de conception, donc les guidelines. Les apprendre par cœur, comme disait Romain, ce n'est pas tous les développeurs qui vont lire vos guidelines de 25 pages. Donc s'ils peuvent s'appuyer sur ça pour automatiser certains contrôles, ça facilite l'adoption. Et ça permet de regrouper toutes vos règles à un seul endroit, pour tout l'ensemble de votre équipe. Et au final, vous vous concentrez non plus sur est-ce que j'ai bien mis le slash où il fallait, est-ce que j'ai bien appelé la bonne chose. Vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment produire à la fin, votre API. Et surtout, on n'est pas obligé de commencer from scratch. Aujourd'hui, c'est un modèle qui a
qui est utilisé, beaucoup utilisé, je ne sais pas, mais en tout cas utilisé, entre autres par nous. Et souvent, les guidelines produits sous Spectral sont publiés sur des repos GitHub. Donc, on a le GitHub de notre entreprise qui vous propose le nôtre, et donc qui est accessible en open source. La prise en main, parfois, commencer avec des choses comme ça, sous cette forme-là, c'est pas facile tout le monde pour le lire. Donc, quand on veut le donner à un développeur ou à un product owner, on va s'appuyer sur un outil d'interface graphique. Le bon choix avec Spectral aujourd'hui, c'est d'aller dans Stoplight Studio, puisque c'est adapté pour les novices. On parlait d'outillage et de formation. Une formation sous Stoplight, ça peut vous prendre 1 heure, 2 heures à tout casser. Et du coup, ça facilite grandement l'étape dans le processus de développement de vos API, puisqu'ils ont pu à se focaliser sur la forme, sur la norme ou le standard. Ils se focalisent sur ce qu'ils veulent produire. Et derrière, vous pouvez ajouter tous les règles qui vont faciliter ce développement. Bien entendu, il y a un mais, comme dans tout. On ne peut pas tout automatiser. Ça serait le rêve, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on croise. Pour donner un exemple assez concret, typiquement, savoir si le nom d'une ressource dans une API REST est compréhensible par votre client, ce n'est pas dans une règle spectrale que vous allez pouvoir le retrouver. Attention avec les IA génératives. Là-dessus, j'en mets pas ma main à couper. Peut-être qu'un jour, on aura des IA qui pourront comprendre les termes et les domaines. Ça n'empêche que Spectral va quand même vous apporter le mécanisme, non pas de mettre des règles uniquement bloquantes, ça va aussi vous permettre de mettre des indices, des hints, pour orienter l'utilisateur, peut-être se dire, là, pose-toi la question, et rien que ça, je peux vous assurer que c'est un bonus dans tous les jours. Mais à la fin, quel que soit l'outil, ça reste un choix de l'équipe, du designer, et c'est un choix du moment. Donc, aucun outil ne remplacera ça. Et bon, pour parler de ces cas-là, justement, on va parler des fameux cas limites, les choses qu'on n'est pas trop sûr, c'est pas écrit dans les guidelines, on ne sait pas trop si c'est un nouveau cas qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas forcément anticipé. Pour vous donner un exemple à peu près concret, typiquement, si vous avez des ingrédients salés dans une recette et que vous voulez ajouter ces ingrédients dans une recette de sucré, ou inversement, typiquement la pizza à l'ananas. Est-ce que c'était la norme? Ça, je ne sais pas. Pas la mienne, en tout cas. La question, c'est ces choses-là, ces cas limites, finalement, est-ce que ça a du sens de les ajouter au guide de conception, à vos guidelines? Est-ce qu'ils ont un intérêt à être présents? Alors là, pour le coup, il n'y a pas de réponse formelle. Dans notre cas, c'est les instances de gouvernance qui vont décider, qui vont en discuter. Pas seuls, dans notre cas démocratique, on en discute entre nous, avec les consommateurs et les producteurs. Et on va mesurer, on va évaluer. Est-ce que ce sont des cas à la marge qu'on a vus une fois pour toutes? Est-ce qu'il y a un intérêt à les documenter? Ou est-ce que finalement, c'est des cas qu'on commence à voir de plus fréquemment et que la pizza à l'ananas va être la norme, il faut peut-être s'en préoccuper. Pour faciliter ça, je vous propose de commencer par créer des démonstrateurs. Parce que quand c'est des cas un peu compliqués, les cas limites, c'est généralement pas les cas les plus simples, c'est de créer des démonstrateurs pour que les gens puissent l'adopter plus facilement. Et si on en revient à notre guide de conception, on l'a vu, il est à peu près multi-usage, il peut servir à plein de choses. C'est une référence pour tous dans l'entreprise, que ce soit des développeurs, des product owners, des business analysts, des sponsors. C'est un moyen rassurant, comme tout standard, comme toute norme. Il doit être accessible, et il doit être accessible dans sa forme. C'est-à-dire que privilégier le visuel avec du texte, pas uniquement du texte. S'appuyer sur de l'outillage, on vient de le voir, ça aide à l'adoption. Savoir qu'il y a un outil qui va vous permettre de le résumer en quelques minutes, ça peut aider. Pardon. Mais il n'est pas uniquement à utiliser sous ces formes-là, il peut être utilisé dans plein de choses. Typiquement, dans votre stack de déploiement de vos API, ça peut être des choses à avoir en plus, en borne de secours, de protection,
pour s'assurer qu'il n'y a pas des choses qui vont en prod qui n'étaient pas désirées. Et donc, du coup, le tout, c'est de partager sur la solution, qu'est-ce qui est permis, se rassurer, et c'est surtout fédérer. En fait, ce genre d'outil vous permet de fédérer autour de vos règles et de permettre que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire. Et on y est, on a mis en prod, ça y est, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Pardon, hop, je m'emballe. Il ne faut pas surtout oublier de vérifier qu'on a bien produit, d'affiner et d'incrémenter. C'est tout un cycle. Tout ça ne s'arrête pas à la mise en production ou au déploiement de vos guidelines. C'est un cercle vertueux, j'espère, et il s'auto-alimente. Dans l'heure du bilan, du coup, on en est là, on y est. On a été voir Gusto, comme l'a dit Romain. On a vu tout ça avec lui. On a discuté de tout ça avec lui. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut constater s'il a adopté toutes ces choses-là ? C'est pas assuré à 100%, mais on peut prétendre à une amélioration de ces processus de création. Les gens ne sont pas perdus à se reposer 15 fois les mêmes questions. On va avoir aussi une intégration continue du besoin, qui va être vraiment intéressante dans le cas de la solution, parce que au lieu de se focaliser sur les normes et les standards, on va produire des produits plus vite. On ne s'égare pas en chemin, on déploie, on se rassure, et surtout on se concentre sur l'avenir. Le cycle de nos API, il est visible maintenant. On voit clairement ce qui nous aide à les concevoir, donc on peut facilement les évaluer. Est-ce qu'elles sont encore utiles, utilisables ? L'objectif, c'est de les rendre plus clairs pour les clients. Un produit plus clair, c'est un produit plus consommé, le cas de la carte au restaurant. Et puis, comme on peut le voir aujourd'hui dans France API, le but, c'est d'avoir des retours clients, de savoir si on peut s'orienter sur des nouveaux chemins, des nouveaux partenaires. Et c'est un happy end pour nous d'avoir réussi à arriver jusque-là. Ça ne s'arrête pas là. Rien ne vous empêche d'inclure de nouvelles méthodes. Il y en a d'autres. API Upcycles, on l'a étudié, on l'a utilisé. Ça permet d'avoir d'autres morceaux de votre processus qui est protégé. Donc l'ajout de nouveaux trucs, l'ajout de nouvelles méthodes. Et puis pourquoi pas, peut-être le Graal, un portail développeur pour tous. Et puis encore mieux, une marketplace, comme on l'attend tous, dans lequel on va peut-être pouvoir monétiser nos services. Et sur ce, on vous remercie pour votre écoute, pour votre attente.